Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser aux capacités thermiques à volume constant ou à pression constante. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les capacités thermiques sont le lien entre chaleur et température à volume constant ou pression constante. Notons tout d'abord que pour les phases condensées, c'est-à-dire les liquides et les solides, la valeur de la capacité thermique d'un composé est à peu près la même à volume constant ou à pression constante, si bien que pour les liquides et les solides, on parlera souvent simplement de capacité thermique sans plus de précision. En revanche, il en va tout autrement pour les gaz. Pour un composé donné, la valeur de sa capacité thermique à volume constant est différente de sa capacité thermique à pression constante. Il est donc impératif d'utiliser le coefficient calorimétrique qui convient aux conditions de transformation du système considéré. Les capacités thermiques sont dites molaires ou massiques selon qu'elles sont rapportées à la quantité de matière ou à la masse du constituant considéré. Les grandeurs molaires sont formalisées en ajoutant une barre au-dessus de la notation de la grandeur. Ainsi, CV bar est la capacité thermique molaire d'un constituant. Elle s'exprime en joules par Kelvin et par mol et représente la quantité d'énergie qu'il faut fournir à volume constant pour élever la température d'une mole de 1 Kelvin. La capacité thermique à volume constant d'un système constitué de n mol sera donc égale à n que multiplie CV bar et delta Q réversible échangé à volume constant s'écrira n multiplié par CV bar multiplié par dt. De même pour la capacité thermique molaire à pression constante. Les capacités thermiques massiques s'expriment en joules par Kelvin et par unité de masse, ce peut être le gramme ou le kilogramme. Pour obtenir la capacité thermique du système considéré, il convient alors de multiplier la capacité thermique massique par la masse du système. Les valeurs des capacités thermiques dépendent de la température. Elles s'expriment sous la forme de polynômes de T. Quand on va vouloir calculer Q réversible, la quantité de chaleur échangée au cours d'une transformation, il va falloir intégrer delta Q réversible sur l'ensemble de la transformation. Donc intégrer CV que multiplie dt ou CP que multiplie dt de la température initiale à la température finale, c'est-à-dire intégrer un polynôme de T. Ce n'est pas bien compliqué, mais ce peut être un peu pénible. Cependant, si on travaille sur de faibles intervalles de température, les capacités thermiques varient peu, si bien qu'elles peuvent être considérées constantes, ce qui facilitera les calculs puisqu'à ce moment-là, on pourra sortir les capacités thermiques de l'intégrale et obtenir l'une ou l'autre des expressions présentées en bas de la diapo, Qrev égale CV delta T ou Qrev égale CP delta T. Si on apporte une quantité de chaleur donnée à la même quantité de matière de deux composés différents, ils n'absorberont pas la chaleur de la même manière. Ici, je prends en exemple l'eau et l'or. La capacité thermique massique de l'or vaut 4,18 joules par Kelvin et par gramme. C'est-à-dire qu'il faut apporter 4,18 joules à 1 gramme d'eau pour que sa température augmente de 1 Kelvin. La capacité thermique de l'or est plus faible, 0,129 joules par Kelvin et par gramme. Donc si j'apporte une quantité de chaleur de 4,18 kJ à 1 kg d'eau, sa température augmentera de 1 degré Celsius. Ou 1 Kelvin, c'est pareil. Si j'apporte la même quantité de chaleur à 1 kg d'or, sa température augmentera cette fois de 32,4 degrés Celsius. Vous noterez que pour faire ces calculs, j'ai considéré les capacités thermiques indépendantes de la température, ce que l'on peut justifier a posteriori puisque les variations de température, bien que significativement différentes, restent toutes les deux relativement faibles. Dans ce tableau vous sont présentées les capacités thermiques à 25 degrés Celsius de différents matériaux. Si vous comparez l'aluminium, le cuivre et le fer, vous voyez que ces trois métaux ont des capacités thermiques différentes.
Vous pouvez constater en termes d'ordre de grandeur que les capacités thermiques présentées sont inférieures ou de l'ordre de 1 joule par Kelvin et par gramme, sauf pour l'eau qui a une capacité thermique significativement plus importante que celle des autres. L'eau est le liquide qui a la plus grande capacité thermique. Nous en rediscuterons dans une autre vidéo. À ce stade du cours de thermo, vous êtes maintenant capable d'expliquer pourquoi on peut se brûler les pieds en traversant la plage, mais finalement trouver l'eau un peu fraîche. Pour finir, nous allons nous intéresser au gaz et plus particulièrement au gaz parfait. Sur ce graphique vous sont présentées les évolutions des capacités thermiques molaires en fonction de la température. Sur l'axe désordonné de gauche sont reportées les valeurs des capacités thermiques molaires à volume constant, sur celui de droite les valeurs des capacités thermiques molaires à pression constante. La courbe violette, qui est en fait une droite, correspond aux gaz monoatomiques, que sont l'argon et l'hélium. Les courbes vertes correspondent à des gaz diatomiques. Ce graphique nous indique tout d'abord que les capacités thermiques à pression constante sont supérieures aux capacités thermiques à volume constant. Nous mettrons cela en équation dans la deuxième partie du chapitre 4. Ensuite, la droite violette, parallèle à l'axe des abscisses, montre que pour les gaz monoatomiques, les capacités thermiques ne dépendent pas de la température. On définit le coefficient gamma, appelé coefficient adiabatique ou coefficient de Laplace, comme étant le rapport Cp sur Cv. Cp étant supérieur à Cv, gamma est toujours supérieur à 1 et il est égal à 1,67 pour un gaz monoatomique. Pour les gaz diatomiques, l'allure des courbes vertes nous montre que les capacités thermiques dépendent de la température et également de la nature du gaz. Ici, N2O2 et CO ont des capacités thermiques similaires, mais significativement différentes de celles du dihydrogène. Pour les gaz diatomiques, gamma vaut 1,4. On remarque également qu'un gaz monoatomique a une capacité thermique plus faible qu'un gaz diatomique, que ce soit à volume constant ou à pression constante.